Bonjour Laura, Bonjour Jade. bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça? Je suis super heureuse de t'avoir sur le podcast. Il faut savoir que, j'ai écouté en fait, la première fois que je t'ai rencontrée virtuellement, j'écoutais un épisode de podcast sur, la position du sauveur, que OK. tu traites beaucoup dans ton podcast et je me suis dit: «Ah c'est ça, c'était une révélation». Et du coup, ça a déclenché plein de choses derrière sans que j'y travaille vraiment, mais c'est là où je vois le pouvoir, d'entendre les choses, que ce soit formulé et cetera. C'est qu'en fait ça fait son chemin, ça vient semer des graines et du coup ça fait son chemin. Et après, la seconde fois où je t'ai beaucoup vue, c'est au moment de la dissolution et du mouvement Entreprendre c'est politique. Cette fameuse dissolution. Et oui, et oui, et oui. Et du coup, j'ai été aussi, du coup avec vous, dans le mouvement et voilà, c'était pour, amener un peu de contexte, mais nous ne sommes jamais posées toutes les 2 à discuter. C'est la première fois, comme beaucoup d'épisodes dans le podcast où je reçois des gens, c'est la première fois qu'on a discussion aussi longue, deep et cetera. Donc voilà, très heureuse de te recevoir sur le podcast et ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites? Oui, eh bien, donc déjà merci beaucoup Jade de me recevoir, chez toi, dans ton chez toi, virtuel. Pour me présenter, je m'appelle, Laura Besson, je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. Je suis actuellement, en début de maladie, donc je m'excuse pour tes auditoristes qui peut-être m'entendent un petit peu parler du nez. Je vais essayer de gérer cette petite contrainte au mieux. C'est la faute de ma nièce. Voilà, je call out, les enfants. Collectivité, tout ça, tac à tac. Donc je suis Laura, je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. Chez Bien dans ta boîte, j'accompagne, je forme surtout, puisque c'est surtout ça qu'on fait, des pros de l'accompagnement, des indépendants, indépendantes au sens large, mais principalement des pros de l'accompagnement. Et on a 3 gros piliers, le cadre et la posture d'accompagnement, la lecture, systémique, je crois que ça fait partie des sujets du jour et la question des conditions réelles du travail, indépendant. Donc mes étiquettes métiers, effectivement, on peut dire formatrice, autrice, créatrice de contenu et donc effectivement, avec une approche très politisée qui, a valu qu'on se retrouve, entre autres, pendant cette, fameuse dissolution de juillet 2024. Exactement. Effectivement, aujourd'hui, on va parler, du fait qu'on peut être indépendant et anticapitaliste et tu vas nous expliquer un peu quelle est ta vision sur ça. Comprendre, les systèmes du coup qui nous façonnent en tant qu'individu, mais plus précisément en tant qu'indépendant, indépendante, et les contraintes, économiques, juridiques, symboliques de ce travail indépendant et du coup ce que ça induit derrière. On va essayer de naviguer autour de ces sujets-là. Mais pour commencer, j'ai assisté, du coup hier et avant-hier à l'événement de Geneviève Gauvin, What's Next, qui sont, en fait des débats sur des sujets un peu polarisants. Je dis ça en même temps, il y avait enfin dans la polarité si tu veux, de ce que j'ai enfin des débats que j'ai vus, il y avait Thomas, et Laure qui, qui étaient, un peu le côté, enfin de l'autre côté, mais sinon les 3 autres étaient plutôt, en fait, sur le même avis et j'ai entendu quelques phrases et je me suis dit: «Bon, je reçois Laura Besson, demain, je vais lui poser, du coup, cette petite, pépite que j'ai entendue et je voulais savoir si tu pouvais réagir, donc de manière courte, parce qu'on va développer après les sujets, sur cette petite phrase. Je commence. Vas-y. «L'entrepreneuriat est un ascenseur social. Réagir de manière courte, les statistiques, infirment la déclaration. Je montre mes chiffres pour inspirer, pour montrer que c'est possible. Fais ce que tu veux. L'argent, c'est de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Pourquoi pas? C'est pas la première définition qui nous serait venue. Je ne veux pas parler politique, je ne suis pas compétente sur le sujet. Ah! Oh bah, c'est non, si, c'est mieux parce qu'habituellement, je vais pas parler de politique parce que je suis neutre ou Mmh. apolitique. Donc pas compétente, ça me paraît déjà, plus pertinent, plus pertinente. Qu'est-ce que je peux répondre court? Mais Écoute, est-ce qu'on doit attendre d'être expert pour en parler au final? oui, voilà, tu vois, c'est plutôt ça, ce serait plus Mmh. le truc de, bah,
si on est sur un sujet très technique, effectivement, moi, j'entends la réponse qui est Mmh, de dire, «Bon, là, franchement, je sais pas», après sinon, effectivement, bah, évidemment, je ne sais pas quelle personne a dit ça, puis on s'en fiche, mais on pourrait poser la question de: «Est-ce que c'est une manière de dire: "J'ai pas très, très envie de me mouiller"?» mmh, C'est pas terrible de dire, «Je suis neutre, je suis apolitique», parce que peut-être qu'on a assez rabâché le fait que tout ça n'était pas très, solide. mmh. Donc je trouve une autre manière de m'en sortir, quoi, peut-être. Oui, j'ai des positions politiques, mais j'ai choisi qu'elles restent privées. Je ne veux pas mélanger ça avec le business. Réponse courte, c'est son bon droit légal et psychique. Ça dit quelque chose de la ligne politique. Je peux supputer la ligne politique en question. Et la dernière phrase, enfin c'est des je paraphrase, hein, c'est pas exactement les mots dits, hein. Il y a aussi l'épuisement choisi, parce qu'il faut être honnête, pour capturer l'attention et se démarquer, il faut mettre de l'intensité. C'était au sujet du burn-out. L'épuisement choisi, ah c'est pas mal, tiens, c'est pas mal, je l'avais pas entendu celle-là encore. Non, faut pas dire ça. Faut pas le dire ça. Faut pas le penser non plus d'ailleurs. Hem, c'est en fait, c'est d'avoir relevé, ces phrases et l'événement, qui s'est passé, enfin les réactions que ça m'a provoqué. C'est que, en fait, les personnes qui ont les plus grosses audiences aujourd'hui relaient des messages qui font du mal, en fait, aux indépendants. Et on a eu, donc le chat était on fire et tout, enfin était génial le chat. Et on s'est retrouvés vraiment sur ça en se disant, «Mais ah ouais, non mais c'est donc ça qui vraiment est relayé en masse». Et en fait, on se retrouvait avec une minorité. Alors après, c'est à l'échelle d'un événement et c'est pas forcément représentatif, mais on voit quand même une grosse tendance qui est plus sur ce sujet de méritocratie, de hustle culture et cetera, qui persiste alors qu'on voit clairement les effets, on voit clairement les gens, aller mal. Et franchement, enfin, c'est pas rassurant. Et on en est sortis un peu, les personnes qui étaient dans le chat, on est sortis un peu, on est fa on est fatigué. Est-ce que, quel est toi ton ressenti par rapport, justement à ce climat? Et est-ce que de ton point de vue ou par rapport à ce qui t'entoure toi, tu as cette même impression? Alors moi, je pense que je partage ton constat, mais je pense que je suis un petit peu biaisée dans le sens où, je ne traîne pas dans ces milieux-là. C'est assez rare que j'y sois. Donc je suis pas étonnée du discours hégémonique, hein, puisque nécessairement ce sont des milieux quand même très, très, très libéraux, très néolibéraux même pour être plus précis, mais on va pas chipoter, c'est pas important. Hem, voilà, donc il y a beaucoup de libéralisme dans la pensée, il y a beaucoup de libéralisme dans les schémas mentaux et dans les schémas de pensée, donc forcément, bah, tu retrouves des schémas mentaux, de compétition, de concurrence et cetera, que nous avons nous aussi, hein. Je veux dire, on va pas faire genre, on n'a aucun libéralisme intériorisé et tout, hein, mais voilà. Mais du coup, c'est vrai que je suis pas trop dans ces milieux-là, je suis très peu sur mon compte Insta pro. J'y Mmh. suis faut poster, mais je veux dire, je ne consomme pas de contenu de mon compte, pro. C'est très rare. Du coup, je les entends pas trop, trop parler. Donc du coup, moi qui suis plutôt soit dans les milieux militants, soit dans des milieux plutôt, de sociolectes, d'intellectuels de gauche, du coup, on a pas trop ce truc-là. Après, je suis pas étonnée, clairement, que dans ces milieux très entrepreneuriaux, très libéraux et cetera, bah, tu retrouves évidemment la méritocratie, le choix et cetera. C'est de toute façon un discours hégémonique qui est hégémonique dans notre pays, qui est hégémonique dans tout le bloc occidental, qui est hégémonique dans toutes les institutions occidentales, hein. À chaque fois, je prends l'exemple du FMI, le Fonds monétaire international. Bah, le Fonds monétaire international, il est pas neutre politiquement, il est aussi, c'est aussi une institution néolibérale. Nos médias sont hégémoniques, sur cette ligne néolibérale. Donc voilà, de toute façon, on Mmh. l'entend tout le temps, partout, partout, partout. Donc si tu as jamais de contre-discours parce que tu es jamais dans des milieux différents, oui, après c'est ta réalité et puis tu dis: «Bah oui, c'est comme ça, quand on veut, on peut, machin». Mmh. Alors même, on aura l'occasion d'en parler, alors même que tu as juste un siècle de sociologie pour montrer que ce truc-là ne fonctionne pas. Je voulais commencer par aborder ton parcours, et ça permettra aussi aux auditeurs, aux auditrices de te situer et de savoir, d'où tu prends la parole. Hem
Comment tu en es venu à fonder ta boîte et à aller sur cet axe, très politique et engagé? Oui et bien, alors généralement pour me situer, j'aime bien dire de quelle famille je viens, de quel milieu je viens, mais ça, sans surprise, va répondre à une partie de la question de pourquoi je me suis retrouvée à mon compte et et pourquoi la politique nécessairement. Voilà, donc d'où je parle? J'ai 30 ans. Je suis une, femme cis, hétéro, mariée à un homme hétéro. Ah, chacun bon, hein, on fait comme on peut. Je suis une femme, blanche valide. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est déjà pas mal pour situer les privilèges, principaux parce qu'évidemment il y en a d'autres. Je viens d'une, famille, de la bourgeoisie rurale, de la petite bourgeoisie rurale quoi, de famille de commerçants. Donc ça c'est important parce que ça situe aussi bien sûr en termes de capital, économique, social, culturel et cetera et donc je viens d'une famille j'ai grandi dans une famille très, 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 très politisée. Il y a des hommes politiques, pas des femmes, mais c'est un autre problème de patriarcat, où il y a des hommes politiques et où surtout on vit, on débat, on mange politique matin, midi et soir. Donc tous les soirs, il y a les infos, il y a le JT, on débat de politique et tous les repas, ça débat politique et bon. Donc pour le coup, moi, j'ai vraiment baigné là-dedans, dans des familles, enfin dans une famille aussi avec l'aspect, on va dire, un peu, plus, associatif, humanitaire de l'aspect politique au sens large, en dehors de la politique politicienne. Notamment avec Amnesty International, parce que j'avais un papa qui était un militant très investi chez eux et chez qui j'ai continué, quand j'ai été en âge de rentrer chez Amnesty International, chez qui je suis restée plusieurs années. Voilà, donc après j'ai fait mon parcours au fin fond de la ruralité, française, dans la Drôme précisément et puis je suis partie à Grenoble, pour, faire mes études de médecine d'abord, après un bac scientifique et alors là on s'est très, très, très pas entendus, eux et moi, sur, ce que c'était, la santé. Donc à la fin de ma première année de médecine, j'ai refusé ma place au concours et enfin je n'avais pas médecine, mais j'ai refusé mes places de dentaire, pharma, sage-femme et bon voilà, le vice-doyen, il était un peu en mode, bizarre, mais bon pourquoi pas? Bizarre la meuf. Parce que moi j'étais en mode: «Oh non, mais comprenez pas, en fait, je veux une approche beaucoup plus holistique», bon après c'est devenu super à la mode, mais si tu veux à l'époque tu leur disais ça en médecine, ils étaient genre: «D'accord, OK, oui, oui, non, allez léviter au-dessus d'un rocher avec un bol de riz madame, il y a pas de problème, mais laissez-nous tranquilles». Voilà, donc ils m'ont dit: «Bah, écoutez, au vu de vos notes, vous pouvez demander directement une deuxième année de biophysique maths». Comme j'ai un tant soit peu d'estime pour ma survie mentale, j'ai pris bio, parce que je me suis dit: «Physique maths, je vais pas tenir le coup». Je suis pas restée très bien en deuxième année de bio, je suis pas restée très longtemps parce que c'était très, très passionnant, mais j'avais pas envie de faire du travail de laboratoire et donc c'est là que j'ai demandé à coupler ma deuxième année de bio avec ma première année psycho et après je suis partie en psycho. Et après psycho, j'ai fait, ma vie, un petit peu ma boîte à outils par moi-même, notamment en devenant professeur de yoga thérapie, médecine chinoise, thérapie de couple, machin, bref. Je suis allée faire un petit peu ma boîte à outils. Voilà, donc ça, c'est pour situer mon parcours universitaire, qui est plutôt un parcours de santé du coup, hein. Enfin qui est pas plutôt, qui est un parcours de santé et l'entrepreneuriat, j'ai monté une première boîte, j'avais 21 ans, je crois. Tu as toujours voulu, monter une boîte? Je pense que j'ai toujours eu l'appétence de bosser seule. Entre guillemets, on y reviendra après. Mais pas forcément monter une boîte, mais de la pratique libérale parce qu'en plus moi j'étais du côté des études de santé, donc Oui. il était plus question de pratiquer l'institution, le libéral et cetera et donc moi je voulais pratiquer en institution et en libéral. Je me disais: «C'est bien comme ça tu as les 2 et tout machin», bon bref. Il y aurait plein de trucs politiques à dire sur ce schéma mental à 21 ans. Bref, en tout cas c'était ça à ce moment-là, le schéma mental à 21 et donc voilà, j'ai monté cette 1re boîte, et donc là évidemment il est important de l'avoir en tête, c'est que j'ai pu la monter, si jeune, heu, pour des raisons bien sûr d'avoir mes parents qui pouvaient m'aider et aussi qui pouvaient m'aider, psychologiquement si je peux dire ça comme ça, puisqu'évidemment quand j'ai eu cette idée, le premier référent que j'ai eu au téléphone, c'était mon père et qui lui était en mode: «Vas-y, qu'est-ce que tu as à perdre de toute façon?» et j'ai dit: «Oui, mais imagine papa, ça marche pas». Il m'a dit: «Ah bah si tu essayes pas, c'est sûr que ça marchera pas». Donc nécessairement ça c'est un capital pour le coup Mmh. qui n'est pas que un capital économique ou culturel, mais qui relève beaucoup du capital social et puis même une sorte de capital, Mmh. psycho-affectif, si je peux dire ça comme ça. Bon, ce fut une, carnage cette cette 1re expérience. Donc j'ai monté Bien dans ta boîte en 2019, les années où je suis partie à Lyon pour,
faire ma petite boîte à outils, puis lancer, l'entreprise. Au début, j'avais pas une lecture très politisée, sur Bien dans ta boîte, c'était un truc de ma vie, perso, on va dire ça comme ça et au bout d'un moment, la convergence a été, de plus en plus inévitable et OK. après, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et donc là, je pense comme beaucoup, hein, peut-être toi, Burbidge, et cetera, on a Mmh. été beaucoup à vraiment politiser notre discours à ce moment-là parce que là, on était tous pris d'effroi de dire: «Ah, il faut y aller là parce que ça Mmh. va mal se passer, ça va mal se terminer cette histoire» et depuis je politise, de plus en plus parce que je n'arrive plus à faire autrement, notamment moi en venant d'un milieu où il est toujours question de prendre des pincettes, de trouver des études, de trouver des stats pour assurer que si, que ça, machin. Je dis pas que tout ça n'est pas important, au contraire, hein. À chaque fois, si tu veux, ça me frustrait un petit peu parce que j'étais en mode: «Oui, enfin quand même les gars, il y a des structures derrière ça, il y a des institutions, il y a des systèmes qui se déroulent derrière, quoi». Voilà. Trop bien. Hem, Tu disais que c'était pas dès le départ, dans ta boîte. Du coup, comment tes clientes, ton audience a accueilli le fait que, du coup, la politique, soit un peu plus présente, en fait, dans tes offres, dans ton accompagnement, comment ça s'est traduit? Bah, moi, je pense qu'il y avait la partie de l'audience qui était déjà politisée, donc eux, ils étaient ravis. Enfin politisée de mon bord. En fait, soyons très clairs, pendant les législatives anticipées de 2024, on avait tous regardé, je sais pas si toi tu l'avais fait, mais dans les abonnés, qui c'est qui suivait dans nos Oui. abonnés? Bardella, Le Pen ou que sais-je, tu vois? Je n'en avais pas un sur le compte de Bien What, quoi. Donc c'est que déjà il y avait un Oui. mais ce qui était pas très étonnant parce que, il y avait déjà quand même des fois des références politisées et puis en plus le côté yoga, machin, je pense que déjà ça drainait Mmh. plutôt, tu vois? Les profils même si c'est pas des grands gauchistes, ça drainait déjà les profils plutôt écolos, machin, bon. Puis voilà, dans mes formations aussi, l'approche systémique, machin, bon. Après, ça empêchait pas qu'ils puissent traîner un fâche-lard à droite à gauche, hein, mais en l'occurrence, ça n'allait pas. Donc je pense qu'il y avait déjà la partie de l'audience qui était politisée et qui ont accueilli ça plutôt, en mode, «Ah, ça y est, on commence à en entendre parler». Tu vois? J'avais beaucoup de retours comme ça, j'en ai toujours encore d'ailleurs, hein. Des fois Mmh. des gens qui disent: «Oh putain, ça fait du bien d'entendre des entrepreneurs qui disent les trucs», tu vois? J'imagine qu'il y avait, une autre partie de l'audience qui était un peu en mode, «OK, d'accord, quoi elle me parle? À quoi ça sert? Je vois pas l'intérêt, c'est quoi le lien?» J'imagine qu'il devait y avoir ça et puis il y a Mais un peu de sûrement, curiosité, je pense. voilà, de ouais, curiosité, je pense qu'il y en avait aussi qui me connaissaient pour mon expertise, voilà, sur la systémique et cetera, on s'en reparlera après et qui du coup devaient se dire: «Tiens, pourquoi est-ce qu'elle nous parle de ça? En même temps, j'ai confiance en son expertise, donc si elle en parle, il doit y avoir une raison». J'imagine qu'il devait y avoir ça et puis après, il y a nécessairement des gens qui se sont désabonnés, hein, tu mets une story sur Gaza, hop là, Oui, ça tu fait le as tri, 50 qui foutent le camp. c'est clair. Toi, depuis que tu as, fait évoluer ta boîte dans ce sens-là et au vu de ce que tu me dis sur, bah, ton éducation et dans quel environnement tu as vécu, est-ce que tu te sens plus aligné? Est-ce que tu t'en sens mieux dans cette configuration-là? Oui, mais je le dirais même autrement, c'était devenu, infaisable de le faire autrement. Enfin de faire, Mmh. l'ancienne version, tu vois? OK. C'est-à-dire que autant la phase autour des législatives, 2024, je l'ai vécu comme un moment de politisation du discours, mais je l'ai pas vécu comme un moment de, comment dirais-je? De grand clivage, si tu veux. Parce que comme je te disais, moi dans mon audience, je pense que n'est tombé des nues ou alors c'était vraiment peut-être des gens qui étaient arrivés à 48 heures sur mon compte, qui me connaissaient pas. Mais pour n'importe Mmh. qui me connaissait un peu, qui écoutait mes podcasts et cetera, je pense que personne n'est tombé des nues en disant: «Non, Besson elle est de gauche, arrête, je te crois pas». Je pense que personne n'est tombé des nues. Donc je l'ai pas vécu comme un clivage de fou et en plus, ces élections-là 2024, paradoxalement, en tout cas pour quelqu'un de gauche, j'avais pas la sensation que ce soit si clivant que ça parce qu'on était tous focus sur faire barrage à l'extrême droite. C'est vrai. Qui, à cette époque-là, pouvait encore passer pour quelque chose de normal. 1 an et demi plus tard, déjà, on est en mode genre: «Ah ouais, d'accord, vous voulez faire un barrage à l'extrême droite, vous êtes pas démocrate, en fait». Tu es rentré dans une nouvelle séquence, là. C'est ça. Donc moi, à ce moment-là, je ne l'ai pas comme un gros clivage. Par contre, après, dans un second temps, notamment les questions anticapitalistes et cetera, d'avoir commencé les streams Entreprendre, c'est politique avec Thomas. Clairement, je suis bah, dans les streams, tu sais, il y a toujours un peu de
de personnage, quoi. C'est moi le personnage très à gauche que Thomas a charge de rattraper, de traduire et d'avoir fait aussi des reacts avec, mon mari où là, c'est l'inverse du coup. C'est moi la plus modérée des 2. Mais bon, là, du coup, effectivement, on a commencé à rentrer dans la phase d'assumer des choses qui étaient, pour le coup, beaucoup plus, potentiellement clivantes, beaucoup plus, peut-être incompréhensibles aussi, tu Mmh. vois? Parce que parler d'anticapitalisme, il fallait aussi, expliquer, alors attends, c'est quoi le capitalisme? C'est quoi l'anticapitalisme? Blablabla. Ou le port des symboles communistes, effectivement. Du coup, des fois, ils ont forcément, tu vois, il y a le côté de: «Oh là là, Staline, l'URSS, la Chine, machin», tu vois? Donc là, pour le coup, il y a des moments où c'est un peu plus sportif et puis, du coup, c'est aussi des contenus qui clivent plus. Tu te prends aussi, les commentaires, Mmh. misogynes parce que dans mon cas, c'est surtout là-dessus qu'ils peuvent m'attaquer, puisqu'ils vont pas attaquer, ton contenu parce que ça, c'est quand même trop haut niveau, tu comprends? Donc généralement, ils t'attaquent toi, voilà. Donc bah, généralement, dans mon cas, c'est les commentaires misogynes et voilà. Mais en même temps, tu vois, je sais pas comment l'expliquer, c'est un peu du ressenti, donc c'est dur à mettre en mots, mais il y avait un truc de je peux plus faire comme Une si tu vois, il y a un urgence. côté un peu fil rouge de Matrix, tu vois? Il y a un côté de je peux plus, Mmh. maintenant débarquer sur mon compte Instagram en me disant: «Oui, après c'est vrai qu'en même temps quand tu veux, tu peux». Non. Même à la limite, je fais ça, mais en même temps, ça serait tous en mode genre, tu sais, Elle a pété un câble. Justement, tu parlais, de toute la pédagogie, que tu apportes parce que forcément, il y a plein de personnes, je me retrouve dans ce groupe-là où, enfin, en fait, la politique n'est pas du tout un sujet, chez moi. Dans ma famille et cetera, j'ai grandi, on parlait pas du tout de politique. Là, je vois mes enfants, j'ai des enfants de 7 et 5 ans qui sont dans une école, qui aborde, les sujets, pourquoi on fait grève, et cetera, et du coup, c'est eux, ils viennent m'apporter des sujets politiques à table, c'est trop marrant, alors qu'ils sont tout petits. Mais moi, c'était pas du tout de dans mon quotidien. Donc forcément, sur des termes, enfin, c'est quand même assez technique. Il y a tellement eu de littérature dessus que rattraper, les choses, c'est quand même un gros boulot, et heureusement que, du coup, il y a des personnes comme toi qui viennent faire preuve de pédagogie et cetera, et je pense que dans l'imaginaire, le fait de mettre indépendant et anticapitaliste à côté, ça a un peu, on se demande: «Oui, mais est-ce que ça peut vraiment cohabiter?» Comment toi tu expliques ce sujet-là? Qu'est-ce que tu, apportes comme élément pour montrer en fait que, c'est tout à fait compatible au-delà de l'incarner toi-même? je te fais la réponse, relativement courte, comme ça tu sélectionneras les points que tu veux creuser. Parce que sinon j'en OK. ai pour 1 heure et demie à tout expliquer, donc je vais te laisser choisir, ce que tu veux creuser. Généralement pour l'expliquer, je le fais en plusieurs phases. Bon, il y a indépendant, il y a, anticapitaliste dans cette histoire. Bon, même déjà la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que anticapitaliste, c'est le meilleur mot à utiliser? Et ça, c'est toujours du de la sémantique à gauche, qui a l'air d'être un débat, de branlage intellectuel pas très important. Mais en fait, c'est très important parce que quand on dit antilibéral, qui peut-être est un peu mieux adapté, là, ces derniers temps, je me dis peut-être il vaudrait mieux que je parle de ça, mais en même temps, j'aime bien le côté anticapitaliste parce qu'au moins on parle du capitalisme et on Mmh. sait de quoi on parle alors que antilibéral, voilà. Mais après, il y a aussi la tambouille de dire: «Bah, en même temps, est-ce qu'il faut pas dire communisme?» Alors là, communiste, il faut expliquer ce qu'est communisme, il faut expliquer si vous savez pas, faut se dépatouiller du bilan de l'URSS et tout. Enfin bon, c'est encore un sketch, quoi. Enfin, quand tu as pas le temps, en tout cas, Oui. c'est pas toujours la meilleure stratégie. Quand tu as le temps, c'est très important. Bon bref. Donc du coup, indépendant, anticapitaliste. Le mot-clé là-dedans étant, capitaliste, du coup. Donc généralement, quand je le déroule, je commence par expliquer ce qu'est le capitalisme en tant que mode de production. Je te développerai ça après si tu veux. Après, je fais une deuxième étape qui est de dire, du coup, maintenant qu'on a bien compris ce qu'était le capitalisme, quelle est la place des indépendants dans ce mode de production? Parce que les indépendants, ils ont une place très particulière. Bon déjà indépendant, c'est très large parce qu'entre le chauffeur Uber Oui. et l'avocat, associé, dans son cabinet, il Mmh. y a un monde, hein. Bon, si on prend les indépendants, comme toi et moi, grande catégorie des indés, freelance, infopreneurs, voilà, cette,
case un peu floue là. C'est une position singulière, c'est à la fois être en partie propriétaire des moyens de production et en même temps ne pas être entièrement propriétaire de ces moyens de production. Il y a ceux qui ont des équipes, il y a ceux qui en ont pas, il y a ceux qui délèguent, il y a ceux qui délèguent pas. Donc ça dépend vachement et donc ça tu peux vite passer, tu vois, c'est comme si on avait un seuil d'inflexion. Tu es vite en dessous de ce seuil en mode, en fait, tu es juste un exécutant à la tâche qui est payé à la tâche ou au-dessus et tu es déjà passé dans le schéma petit bourgeois et donc du coup, c'est plus du tout les mêmes, fonctionnements, on va dire ça comme ça et puis bon, après, il y a carrément ceux qui vont grossir, comme on dit, croître. Puis Scaler? avoir scaler bien sûr et puis après ils vont avoir, potentiellement, 5, 10, 15, 20, 25 personnes, dans leur entreprise. Bon là, on est bien sûr passé, au stade de la bourgeoisie. Ce qui n'est pas un gros mot, hein. On est en train de parler Mmh. d'essayer de classifier le réel pour qu'on puisse essayer de l'analyser, de l'expliquer. Donc j'explique le capitalisme, j'explique la place des indépendants dans ce système-là qui est une place pas si simple que ça à analyser. Heu, donc après on se parle d'anticapitalisme. C'est-à-dire, du coup, quand on parle d'anticapitalisme, est-ce qu'on parle de post-capitalisme? La plupart du temps, moi, c'est comme ça que j'aime bien l'emmener et donc là, dans les modèles post-capitalistes, bah, il y aurait plein de choses à dire. Déjà, il en existe plein et ce sont pas tous des modèles communistes. Il y a évidemment, la tambouille sur la définition du communisme, mais souvent, c'est la question des économies planifiées, pour le coup, heu, vers lequel, horizon vers lequel tend le capitalisme de toute façon, hein. Je veux dire aujourd'hui les grandes entreprises que vous connaissez, elles planifient leur économie. Je prends tout le temps l'exemple d'IKEA. IKEA, ils s'amusent pas à produire des meubles comme ça, à pas savoir quoi en foutre et puis dire: «Bon, ben, on verra bien si ça se vend ou pas». Non, au bout d'un moment, ils sont en Mmh. mode: «Ah écoutez, on va pas dépenser du pognon à produire des trucs qui sont pas vendus». Donc en fait, de toute façon, même les grandes entreprises du capitalisme, au fur et à mesure du développement de ce mode de production, elles planifient leur économie. Et donc évidemment, bah, tu as beaucoup de modèles post-capitalistes qui sont des économies planifiées, certains modèles qui intègrent il était temps, la planification écologique à ce modèle de planification, économique. Après, tu as plein de modèles, hein, tu as les modèles anarchistes, tu as des modèles communistes, tu as des modèles sans monnaie, Mmh. tu as les modèles qui sortent du marché, ceux qui sortent pas du marché. Tu as le modèle de Bernard Friot, du salaire à vie, donc de généraliser le fonctionnement de la sécurité sociale, à l'alimentation, à l'énergie, au travail domestique et cetera. Du salaire à vie, donc il y a plein de modèles qui existent et donc déjà quand on a expliqué tout ça, en fait, on voit bien que, des fois, un capitalisme, c'est la réalité, c'était pas ce qu'on avait en tête. Anticapitalisme, c'était pas toujours ce qu'on avait en tête parce que souvent quand on s'y connaît pas trop, anticapitalisme, on imagine tout de suite, ça y est, les drapeaux rouges, les drapeaux noirs, les anarchistes, les fourches, la tête coupée du roi et compagnie quoi, tu vois? Alors que bon, dans ces modèles post-capitalistes, tu as des modèles qui sont quand même pas des grands, grands, grands révolutionnaires non plus, quoi, tu vois? Hein, donc c'est pas Mmh. non plus, enfin bon et puis surtout cette question des indépendants, d'être vraiment dans une place qui est vraiment très singulière dans le mode de production, quoi et qui du coup fait que selon ta position, tu peux tout à fait basculer du côté révolutionnaire de: «Mais il faut qu'on abolisse ce système-là» ou être, du côté un peu petit bourgeois et là, c'est la singularité, c'est que les indépendants qui sont dans cette situation, ils sont même dans une situation pré-capitalistes. C'est-à-dire qu'ils sont même à l'étape où le capitalisme ne s'était pas encore socialisé et où on a plein de petits producteurs partout, tout le monde travaille à la tâche dans son coin, donc ça peut les mettre vraiment, d'un côté ou de l'autre, on va dire, de la position politique et puis après, bon, bah, nous, heu, donc quand je dis nous, je dis les gens qui vont se retrouver dans ce, courant politique-là ou avec mon mari, puisqu'on travaille beaucoup ces questions-là tous les 2. On s'en réfère à la définition, que Marx nous a donnée, sur le communisme, à savoir le mouvement réel qui, abolit l'état actuel des choses et donc ce qui est important, c'est le mouvement réel, c'est-à-dire on y va de toute façon, puisque le Mmh. capitalisme, à un moment, se dépasse et quand il se dépasse, il a déjà socialisé la production et on y est déjà, hein. Vous avez déjà une Mmh. production très, très, très socialisée. Il y a plus qu'à. J'ai envie de dire. Il y a plus qu'à se questionner de, du coup, qui a la propriété de cette socialisation? Moi, il me semble aujourd'hui, j'ai pas l'impression de dire une folie, que de dire qu'une production mondialisée, socialisée à ce niveau-là, dans les mains de Jeff Bezos et d'Elon Musk, je ne comprends pas comment ils vont m'expliquer que c'est un fonctionnement, démocratique. Mmh. Mais bon, après, je suis anti-propriété privée, abominable bolchevique. À quoi, est-ce que tu peux, un peu, nous tisser un exemple, de ce qu'est un indépendant anticapitaliste? Hem, un exemple, avec un des modes, dont tu parlais?
qu'on voit un peu comment ça se traduit concrètement, un indépendant Ouais. qui se définit anticapitaliste. J'imagine que ça qu'il y aurait autant d'exemples que d'indés, Oui. anticapitalistes, puis bon, on n'est pas non plus, très, très nombreux, hein. Alors, disons, moi, je dirais 2 choses. Il y a si la question, c'est plutôt à quoi ça ressemble son modèle économique, son entreprise et cetera. Bah, là, on va retrouver beaucoup la question de la mutualisation, évidemment. Donc ça peut être la mutualisation des ressources, matérielles parce qu'il y a des coopérations d'indépendants qui vivent, je sais pas moi, dans le même village, dans le même coin et qui vont se mettre à mutualiser, de la bouffe, que sais-je, tu vois? Un peu à l'instar des canuts lyonnais à l'époque, qui étaient des indépendants, du nord-ouest de Lyon, de secteur de la Croix-Rousse là-bas, là-haut et qui se sont mis justement à mutualiser, à ouvrir des mutuelles, que vous connaissez maintenant, hein, des institutions de secours mutuels où ils réunissaient de la nourriture, où ils réunissaient des fonds, pour pouvoir, se redistribuer l'argent quand il y avait des maladies, quand il y avait des funérailles à payer et cetera. C'est à eux qu'on doit beaucoup de ces mutuelles-là, hein et d'ailleurs, soit dit en passant, ces canuts qui se sont révoltés, qui étaient des travailleurs indépendants, qui se sont révoltés quand ils se sont bien rendus compte qu'en fait, ils étaient pas des bourgeois wannabes, tu vois? Ils se sont dit Mmh. à un moment donné: «En fait, on va pas devenir des tisserands, des grands marchands et cetera. On est en train de se faire avoir. Ils tirent les prix vers le bas tout le temps, on commence à être pris à la gorge. Ils se sont révoltés une première fois en 1833, si je dis pas de bêtises sur la date, qui a été, réprimée dans le sang, évidemment, parce qu'ils ont envoyé l'armée quand même, hein. Ils ont envoyé Ouais. l'armée sur 1000, tisserands, lyonnais. C'est dire s'ils n'aiment pas le collectif, hein. Et puis ils se sont révoltés, 3 ans plus tard, de nouveau réprimés, pas de dans le sang, hein, réprimés par l'armée et là, ils vont se dire: «Mais en fait, il faut qu'on se rapproche de l'Internationale ouvrière» parce qu'en fait, c'est de leur côté, de ce côté de la barricade que qu'on se trouve, quoi. Bon, petite parenthèse, historique. Donc voilà, il y a la question de la mutualisation, bien sûr, ça c'est vraiment un point très important. Alors nous, effectivement, la difficulté qu'on va avoir, c'est qu'on est vraiment des travailleurs atomisés, pour beaucoup d'entre nous, hein. On est, tous dispersés dans le pays et puis des fois dans le continent et puis des fois même dans le monde entier. Et ça, évidemment, c'est une grande force qu'a le capital aujourd'hui, c'est d'atomiser des travailleurs indépendants, comme ils disent. Heu, tu sais, vous savez, faut pas vous faire d'illusions, hein. Je veux dire, quand vous avez des pro-capitalistes qui vous expliquent toute la journée qu'être à son compte, c'est génial, c'est formidable, la liberté d'entreprendre, c'est parce que ça les arrange, hein. Mmh. C'est sûr que ça peut pas être une démarche anticapitaliste quand Emmanuel Macron vous dit, «Oui, bien sûr, lancer des boîtes, machin». Évidemment, le capital a un intérêt très important, c'est que vous avez des travailleurs indépendants, comme ils disent, on pourrait dire isolés. Mmh. Travailleurs isolés atomisés à droite à gauche qui du coup ne ont beaucoup de difficultés à se rassembler et ils savent très bien que c'est par le collectif que la conscience en soi, comme dirait Marx, devient une conscience pour soi. C'est-à-dire, c'est dans le collectif que d'un coup on échange, on prend conscience de: «Ah mais putain, mais toi aussi tu es dans Exactement. le bordel, mais» et cetera et donc évidemment, c'est le collectif qui donne cette conscience-là et puis évidemment, c'est le collectif qui donnera le rapport de force potentiellement suffisant pour, mener la lutte. Donc évidemment, Mmh. on atomise de partout. Donc nous, on est dans cette difficulté-là, donc on est plutôt avec, un avantage que nos camarades canuts n'avaient pas, c'est internet. Donc Mmh. par contre, nous, on peut se réunir dans des collectifs, même en étant tous dispersés très, très loin et mutualiser des ressources, mutualiser des outils, mutualiser des carnets d'adresses, mutualiser les opportunités, les contacts, se filer des infos et cetera. Après bon, il y a la question évidemment des modèles économiques, la coopérative, pas la coopérative, les associés, pas les associés, c'est le salariat généralisé, bon bref. Il y a Là, de moi plus en plus évidemment de coopératives et j'ai l'impression que j'entends de plus en plus de freelance se réunir en ouais, coopérative et que ce modèle, oui. commence à ouais, à prendre sa place, dans le paysage de l'entrepreneuriat, de l'indépendance, quoi. Oui, oui, clairement. Bah, après, ça permet de mutualiser, beaucoup de ressources, ça c'est clair. Bon, alors voilà, après ça fait partie sur les modèles économiques justement des débats parce que bon, bah, effectivement, la coopérative, elle n'est pas un modèle anticapitaliste de toute façon. Par Mmh. définition, elle reste une entreprise et donc après ça dépend des coopératives. C'est-à-dire si tout le monde a le même nombre de parts, même pourcentage de parts plutôt et que donc tout le monde a le même pouvoir, Mmh. Au niveau de la bon là gouvernance, une gouvernance voilà. plutôt horizontale? Donc là, effectivement, tu peux te dire: «Bon là, ça commence» après ça reste un fonctionnement capitaliste parce que de toute façon, vous vivez dans le capitalisme, hein, donc dans tous les cas, voilà. Moi, il me semble que notre sujet, c'est plutôt où est-ce qu'on peut créer alors ça, c'est mon nouveau concept là, puisque dans notre milieu, on parle de produit, le produit minimum viable, hein, c'est ça, hein? Mmh, oui. Et bien, moi, j'ai pondu le communisme minimum, viable. Ouais, faire des îlots de communisme minimum.
Moi, il me semble que notre première ressource pour le faire, c'est le couple. Pour celles et ceux, qui sont en couple, qui le veulent et qui le peuvent. Parce que le couple, bah, c'est communauté autogérée de 2. Quand je dis couple, ça peut être un couple d'associés aussi, hein, couple amoureux Mmh. ou couple d'associés ou couple d'amis, si vous êtes en colocation, pourquoi pas, on s'en fout, hein, mais 2 personnes. Bon, bah, là, vous êtes le strict minimum pour parler de communauté puisque à l'étape d'en dessous, vous êtes plus communauté. Et donc là, vous avez la communauté autogérée de 2 personnes et donc là, on peut commencer à mettre le minimum de communisme viable. C'est-à-dire comment on fait entre toi et moi pour que ce couple, dont on précisera pas la qualité du couple, ça ne regarde pas, pour que ce couple soit une troisième entité qui est supérieure, qui est plus que la somme de nous 2. Ce qui Mmh. implique donc qu'il va falloir se poser la question de comment chacun contribue, au couple, au sens large et donc ça pose la question de l'égalité et là, on commence à taper sur un sujet qui est important. C'est pour ça aussi que, par exemple, dans le couple hétérosexuel, c'est évidemment une question qui va se poser puisque de fait, vous arrivez Mmh. avec une inégalité puisque nécessairement monsieur, ne lui en déplaise, arrive avec tout un tas de privilèges que madame n'a pas. Et alors pour peu pardon, qu'il se rajoute évidemment, des sources de discrimination puisque, je sais pas moi, le validisme, le racisme, la transphobie, que sais-je, bon évidemment l'écart se creuse. Et donc du coup, il me semble que nous pouvons réfléchir au minimum de communisme viable qui peut se mettre un petit peu à droite à gauche et donc à ce titre, il me semble que les coopératives qui certes pour beaucoup de nos camarades d'extrême gauche, ne sont pas un bon modèle parce que c'est un modèle capitaliste, machin, c'est keynésien, c'est mettre un pansement sur le Titanic. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Moi, j'ai la sensation quand même qu'il faut qu'on pousse toutes les initiatives qui vont dans ce sens vers, le mouvement réel et que notre travail à nous de militants, c'est justement de rattraper les collègues pour leur dire: «Faut tourner à gauche un petit peu». Tu vois? C'est mon travail avec Thomas Burbidge, voilà. Encore un peu plus. Et et du coup, sur ce concept de donc c'est un concept, enfin que tu as défini avec plusieurs pistes pour atteindre ce palier, on va dire, de première approche, communiste dans son organisation? Oui, en fait, pour, les dessous de ce «concept» entre guillemets, il faudrait que j'en fasse un concept, hein. C'était le contrat de mariage. En fait, c'est parti de là, c'est que quand, on a travaillé, si je puis dire ça comme ça, avec mon mari sur qui ne l'était pas à l'époque du coup de fait, sur le contrat de mariage, bah, bon, il y avait plein de questions évidemment à se poser, ce qu'on met pas et déjà le régime matrimonial qu'on choisit, machin. Bon, pas raconter tout mon contrat de mariage, c'est pas très intéressant, c'est un peu laborieux. Par contre, la question fondamentale, c'est que nous ne pouvions pas faire une communauté de biens pour plein de raisons. Mon mari est architecte, machin, s'il y avait un mort sur le chantier et tout, c'était un bazar. Bon. Donc ça a enlevé les 2 régimes communautaires. Donc, bah, il restait la séparation et la participation aux acquis. Et moi, je suis une bonne féministe. Donc j'ai dit: «La séparation, pas question». Je suis pas folle. Genre, oui, bien sûr, moi je vais rester à la maison à m'occuper des gamins et puis toi tu vas prendre ton argent, tu non, non, ça va. Non, non, fais pas ça. Donc du coup, on a dû se renseigner sur la participation aux aguets, machin, bidule, bref, je vous passe et donc là, en fait, ça nous a posé après ces questions-là, qui étaient de dire, comment on répartit les finances, machin, bon, celles et ceux qui sont mariés, là, vous connaissez la chanson. Après, tu passes des heures chez le notaire. Si tu divorces, si c'est lui qui divorce, si lui, il meurt, si toi, tu meurs pendant le divorce, enfin bon, tu fais tous les scénarios, catastrophes et donc c'est à ce moment-là que ça nous a posé plein de questions qui étaient de dire, hem, comment est-ce qu'on fait pour dépasser ou essayer de dépasser le rapport de concurrence qui se met en place. Parce que moi, j'étais beaucoup, tu vois, en train de me dire: «Oh là là, s'il se passe ça, machin» et mon mari me disait: «Mais attends, là, il y a un truc qui fonctionne pas. On peut pas se concentrer sur ces scénarios catastrophes et les inscrire au contrat de mariage sans se poser la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant pour ne pas se retrouver dans ces scénarios catastrophes». Et nous, il nous semblait au fur et à mesure des discussions qu'en fait, ce qui se passait de fait, c'était que bien sûr, il y a une inégalité entre, lui et moi par sa position d'homme, parce qu'il gagne aussi plus d'argent que moi. On n'a pas une différence de salaire mirobolante, mais enfin, il y a quand même une différence de salaire, et de statut social aussi. Et donc du coup, la question qu'on s'est posée, c'est de dire: «Tant qu'on reste comme ça, forcément», il disait: «Moi, je suis dans une position de pouvoir qui fait que je ne vais faire que en abuser, même quand je ne le veux pas. Pas parce que dans ma tête, je suis en train de me dire: "Ouais, je vais en abuser, de toute façon, je m'en fous"». Non, mais c'est parce que c'est mon privilège.
Mmh. de ne pas voir que je suis en train d'abuser et toi, tu vas toujours être dans une position de devoir me surveiller, de devoir être vigilante, à tout, et de devoir te battre pour obtenir le moindre truc et ce rapport concurrentiel-là, c'est pas possible. C'est pas en tout cas, c'était pas comme ça que nous, on voulait vivre notre mariage. Donc la question qu'on s'est posée, c'est de dire: «Comment est-ce qu'on se débrouille pour, au maximum, supprimer ce rapport de concurrence?» Et nous, il nous a semblé, après forcément ce sont nos idées politiques de base. Donc, il nous a semblé que la manière de supprimer ce rapport de concurrence, c'était que les intérêts de l'un et de l'autre, comment dirais-je? Qu'on s'organise pour que les intérêts de l'un et de l'autre soient favorables à la communauté, là, en l'occurrence, communauté, Au couple ou couple. communauté, famille, voilà. Et que du coup, on ne se mette pas, lui et moi, dans une situation où on peut la jouer en solo. En se disant: Mmh. «Si on se met à la jouer en solo, de toute façon, c'est lui qui gagnera la partie de toute façon, très probablement». Parce que plus de privilèges, blablabla et même si c'est pas lui qui «gagne» entre guillemets, est-ce qu'on a vraiment envie de passer toute une, vie de couple à être tout le temps en train de se méfier, à savoir: «Ah toi tu as mis 5 € là, machin, machin». Bon, donc nous on n'avait pas envie de fonctionner comme ça et donc on s'est dit: «Il faut qu'on fonctionne comme ça» et donc après on s'est dit: «Mais en fait c'est notre communauté autogérée, de 2, enfin de 3 même d'ailleurs, mais bon, c'est nous les cerveaux, c'est nous le parti, les cadres du parti familial». Et donc, et je disais: «En fait, c'est un espèce de minimum de communisme viable». C'est-à-dire, c'est le minimum d'endroits où les décisions sont prises ensemble, où, le veto est le Mmh. même, des 2 côtés, où il y a pas le rapport de concurrence, où la question financière, elle tombe au pot commun et elle est redistribuée. Donc il y avait une forme de sécurité sociale du couple, tu vois? Mmh. C'est-à-dire, chacun donne selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins. On a essayé d'organiser ça comme ça. Et du coup, à l'échelle de, par exemple, d'un collectif de freelance, parce que là, de ce que j'ai expérimenté du collectif de freelance, l'idée c'est de travailler ensemble, mais sinon chacun, va facturer ce qu'il veut et cetera et puis, l'idée c'est vraiment sur la partie, apport d'affaires, mutualisation de certaines, compétences pour répondre à un besoin et cetera. Si on applique, ce que tu viens d'expliquer à ce collectif, l'idée, ce serait de réunir tout ce qu'on gagne et de pouvoir se le répartir pour que chacun, genre, ait un revenu, minimum, correct, par exemple? Ça peut être, un modèle en fait, si tu veux par exemple, Bernard Friot, il propose un modèle, tu sais du salaire à vie et cetera, en élargissant la sécu et tout. Bon bref, c'est un modèle de Friot que j'aime beaucoup en plein de points, mais hem, où moi j'étais un peu agacée d'un truc. Bon déjà parce qu'il se débarrasse pas du marché et tout, mais on va pas faire le commentaire du modèle de Friot. Mais par contre le lien qu'il y a avec ce que tu dis, c'était qu'il conservait une différence de revenus. Tu vois, en disant: Mmh. «OK, il y aura un salaire à vie et ensuite ta qualification, elle rajoute à ton salaire à vie selon ton niveau de qualification». Donc je dis n'importe quoi sur les chiffres, je me rappelle pas des chiffres qu'a donné Frio. Je crois que le salaire à vie, c'était 2004, bon par là, entre 1008 et 2002, là, par là, bon bref. Et donc après, bah, si tu es médecin, j'invente le chiffre, admettons ça rajoute, 4 000 € par mois et puis si tu es infirmier ou infirmière, ça rajoute 2 000 € par mois. Et moi, ça m'énervait parce que je me disais: «Mais enfin, Bernard, tu es en train de nous pondre un modèle communiste, va au bout de la démarche, quoi. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve de nouveau avec des inégalités de revenus qui, du coup, vont à nouveau poser la question des rapports de domination?» Alors oui, alors à l'époque, mon mari disait: «Ouais, putain, tu es relou aussi quand même, genre déjà, imagine si déjà on avait le modèle de Friot, ce serait un truc de fou». Oui, non mais bien sûr, mais après c'est notre travail d'être un petit peu exigeant avec nos intellectuels et donc je lui disais: «Oui, effectivement, on va réduire beaucoup de problèmes, mais on va pas se débarrasser des dominations plutôt systémiques, c'est-à-dire du sexisme, du racisme, du validisme et cetera», tu vois? Bon, le Mmh. validisme, on lui porte un coup important déjà parce qu'en sortant d'un modèle très productif, tu lui portes un coup. Enfin bon, bref, peu importe. Et donc toujours avec ce truc de du coup, c'est, les collectifs de travailleurs et de travailleuses qui vont élire un représentant, même fonctionnement qu'avec les syndicats et puis les représentants, bah, ils vont représenter. Mais moi je veux bien, très bien, sauf que laisse-moi deviner, mon petit Friot, qui va se retrouver représentant? Des hommes blancs. Mmh. Donc je me disais: «C'est dommage, tu vois? Va au bout de la démarche». Bon, et donc du coup, le lien que je vois avec l'exemple que tu donnais, c'est qu'effectivement, je pense que ça vaut le coup d'être ambitieux, de se poser la question de: «Comment ça fonctionne si notre coopérative, on se dit que vraiment tout le monde
travaille pour la coopérative ou pour, je le nom qu'elle a quoi, en tout cas pour un système qui est au-dessus et qui est plus que la somme des parties, qui est notre principe numéro un de la systémique, hein. Le système est toujours plus que la somme des parties qui le Mmh. composent. Et donc de se dire: «Tout le monde bosse, tout le monde met au pot commun, à chacun selon ses moyens, tout le monde récupère selon ses besoins». Après là, pour le coup, ça pose plein de questions parce que comme tu serais le l'îlot socialiste au milieu de la production, néolibérale capitaliste, effectivement, ça pose la question du temps de travail. Est-ce qu'on considère que du coup, tout le monde récupère la même rémunération? Est-ce que tout le monde récupère une rémunération au prorata de ses heures, au Mmh. prorata des efforts? Bon, tu vois, ça pose plein de questions. Mais bah, surtout quand, tu tout le reste du système n'est pas comme ça. Mais je pense que c'est des questions intéressantes, c'est des questions ambitieuses à se poser, qui sont pas simples à résoudre, hein, ça c'est certain. Mais je pense que, Mmh. nous en tout cas dans notre, minimum de communisme viable, c'est sûr que là où c'est un peu plus simple, c'est que la question des revenus ne se elle se pose pas vraiment de la même manière. Parce qu'en fait dans ton minimum de communisme viable qui est la famille, je te l'apprends pas, ce qui te pompe du pognon, c'est tes mioches, quoi. Mmh. Grosso modo, c'est quand même eux les aspirateurs à fruits de l'affaire, quoi, tu vois? Sauf que bon, du coup, tu es rattrapé par 2 autres trucs. Déjà un, bah, tu les aimes, quoi, et le deuxième truc, bah, c'est que de toute façon, ils peuvent pas se reproduire tout seuls. Mmh. La particularité, c'est que tu es face à des petits humains qui sont ou des animaux, bien sûr, qui peuvent pas se reproduire sans toi. Donc évidemment, tu es dans la position d'être responsable de redistribuer l'argent. Là où quand tu es, dans un collectif, d'humains, adultes, Mmh. bah, évidemment, c'est d'autres questions qui se posent. Mais je pense que c'est des questions, très intéressantes et surtout, je pense qu'ils nous font prendre conscience, moi la première, hein, d'à quel point tu les as ces schémas individualistes Carrément. et libéraux dans ta tête. C'est ce que j'étais en train de me dire et je le vois, notamment, mon mari, il est comorien et ils ont du coup, un système, comme beaucoup d'autres, pays, d'Afrique, de faire des espèces de cagnottes, de mettre de l'argent et puis après de pouvoir payer notamment bon, la plus grosse dépense, c'est les mariages, mais de pouvoir, payer les mariages ou d'autres choses et ça revient, une année, ça revient à quelqu'un et puis on recollecte de l'argent, l'autre année, ce sera pour quelqu'un d'autre et cetera et cetera et en fait, moi, je découvre ça, avec lui quand je le rencontre et j'étais pas il y avait de la friction, hein, c'était c'était compliqué pour moi de dire: «Ah bon, mais du coup, qui gère l'argent?» Et est-ce qu'on est sûr qu'à un moment ça va Mmh. nous revenir? Enfin, il y a plein de trucs et c'est là qu'on voit effectivement qu'on a grandi dans un système qui nous a façonnés et Bah, qui oui. nous et du coup qui nous, bah, rend très frileux et je pense qu'il y a de la peur, il y a pour vraiment sortir de ça et en même temps, comme tu l'évoquais là, hem, OK, genre on se chauffe, on fait, ce genre de modèle et comment ce genre de modèle, hem, ben, existe, perdure, alors que tout le système autour, n'est pas du tout dans ce mouvement et du coup ça revient au thème que je voulais aborder, sur, bah, sur l'approche systémique et sur le fait que comment on fait dans un alors que le système pour l'instant espérons qu'il change, mais que le système pour l'instant ne va pas dans ce sens-là. Alors, le premier truc sur lequel je voulais rebondir, c'est vrai que ça permet de voir les schémas, mentaux qu'on a, individualistes, libéraux et cetera. Mais, pour voir le verre à moitié plein, voyez aussi, comment la sécurité sociale, si vous avez grandi en France et que vous y vivez depuis suffisamment longtemps, façonne des schémas autrement. Parce que vous êtes pas en train de vous dire: Ouais, OK, je mets mes cotisations, mais, et si moi je suis pas malade?» Est-ce qu'à la fin de l'année, vous voyez, là, c'est la fin de l'année, je sais pas quand tu diffuses l'épisode, mais nous, quand on enregistre, c'est la fin de l'année. Est-ce que vous vous dites là, à la fin de l'année: «Est-ce que ça a été rentable pour moi, ça, d'être cotisé?» En fait, vous le dites pas. Vous voyez bien que ça fait d'autres schémas mental. C'est qu'en fait mentaux, pardon, c'est que vous cotisez au pot commun et il y a effectivement des personnes qui en bénéficient, si je peux dire ça comme ça, parce que si elles en bénéficient, elles sont malades, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Beaucoup plus que vous, mais justement parce que vous avez le schéma mental de dire: «Eh, grâce à Dieu, j'en ai pas eu besoin, ça veut dire que je suis en bonne santé». Mmh. C'est le slogan de la sécurité sociale, chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins. Par contre, le jour où malheureusement c'est vous qui en avez besoin ou vos enfants, mais là vous êtes bien heureux que
les autres en face n'aient pas le schéma mental de dire: Ouais, excuse-moi, ton gamin est malade, mais en fait, moi, c'est pas rentable parce que tu comprends, mon ostéopathe, je l'ai vu que 2 fois et en plus, c'est ma mutuelle, donc c'est» non. Donc on s'est mis d'accord, les communistes nous ont mis d'accord, puisque je rappelle que c'est eux quand même qui ont porté ça à l'Assemblée nationale, notamment Ambroise Croizat. Donc depuis, elle a été très libéralisée, mais bon, de toute façon, on s'est mis d'accord pour dire: «La santé, c'est trop important. On va tous se mettre d'accord sur le fait qu'on met tout le monde met au pot commun et le jour où toi tu as un problème, tu ne te poseras pas la question». Voilà. Ça vaut pour tous les entrepreneurs libertariens là qui viennent vous dire: «La France, c'est nul, pas la liberté d'entreprendre, les États-Unis, c'est super». Eh ben, va crever aux États-Unis. Va voir leur système de santé, tu vas voir, C'est ça va te clair. faire un drôle quoi, vraiment, insupportable. Bref et donc maintenant pour en revenir, à la question, c'était quoi la question? Ah oui, C'était, que avec le comment système. ouais, au sein d'un système qui va complètement dans l'autre sens, comment on fait pour porter ce genre d'initiative, et faire perdurer? Ouais, alors la question du capitalisme en particulier, c'est quand même un peu singulier parce que, il me semble qu'il a ça en commun avec le patriarcat, mais, le capitalisme encore plus, il me semble. C'est que c'est un mode de production qui change constamment. Donc pour celles et ceux qui m'ont déjà entendu parler de la baisse tendancielle du taux de profit, que je vais épargner tout le monde de le répéter, paniquez pas. Je vous fais pas les équations, au tableau cette fois, mais c'est cette baisse tendancielle du taux de profit, en tout cas si vous irez chercher si vous voulez. C'est cette loi de la baisse tendancielle du taux de profit qui explique pourquoi le capital est toujours en train de muter. Un coup, le capitalisme, il se patriarcalise, un coup, il se financiarise, un coup, il se mondialise et cetera. Mais tout ça revient au même. Ce sont juste des formes différentes que prend le capital pour remonter son taux de profit. Donc là, nous sommes, nous, en train de vivre, là, fin 2025, pas que depuis fin 2025, mais une nouvelle mutation du capital, qui sort quand même de plus en plus de sa phase néolibérale qui, semble-t-il, n'a pas tenu, ses promesses ou en tout cas nous a menés en crise de manière répétée. Bon après le mode de production capitaliste est un mode de production qui crée des crises à répétition de toute façon, hein, c'est inhérent à son système. Mais en fait la particularité c'est que ce qu'il faut comprendre peut-être, c'est que le mode de production capitaliste, c'est un mode de production qui fonctionne pour la pénurie. C'est là pour répartir la pénurie et pour gérer la pénurie de ressources. Et donc le paradoxe qu'il a, c'est que plus votre société elle est abondante en ressources, plus il dysfonctionne. Parce qu'il n'est pas pensé, c'est pas un modèle qui est prévu pour gérer ces situations-là. Et donc là, on bascule quand même dans un nouveau type de capitalisme. Alors là, il y a plusieurs chercheurs évidemment qui ont proposé différents termes et cetera. Celui que je vous propose pour aujourd'hui, c'est celui du techno-féodalisme, tu vois? De dire en fait, on rentre maintenant dans une ère où en fait, tu as 3, 4, 5 très, très grands patrons de la tech Mmh. pour techno, qui pilote le monde entier et de se retrouver même des fois dans un fonctionnement qui est un peu féodal quoi, tu vois? Où tu as, 4-5 grands seigneurs qui règnent sur le monde entier, Et qui des impacte la pays vie, de tout le monde, quoi. qui impactent la vie de tout le monde, des pays qui sont obligés de se coucher devant eux parce que c'est eux qui ont tout et puis, Mmh. les citoyens de ces pays, voilà, tu fais avec, hein. Je veux dire, demain si Google ils te disent: «Bah, en fait c'est 400 € par mois», et bah, c'est 400 € par mois, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois? Genre, c'est une boîte privée, ils font ce qu'ils veulent. Donc tout ça pour dire que ça m'amène à dire 2 choses. Est-ce que le système est en train de changer? Oui. Est-ce qu'il, change pour, l'abolition du capitalisme? Non. Ça, je pense, c'est un truc qui est important, parce que des fois, c'est un truc qu'on entend chez le gauchiste de bonne humeur là: «Eh, ça y est, c'est en train de s'effondrer, machin». Non, non, non. Alors le capitalisme vit des crises, il crée des crises à répétition, il sait très, très bien se régénérer de ces crises. Donc nous vivons actuellement une crise du mode de production. Faut certainement pas la prendre comme un signe de la fin du capitalisme, pas du tout. Mais pour arriver au versant positif de la chose. Mais ce n'est aussi que dans les moments de crise du mode de production qu'il existe une possibilité pour les forces révolutionnaires de tirer vers elles. Et c'est ce que vous vivez en ce moment, les camarades de Pas du Team, ils ont appelé ça la moïsation. Je pense que c'est un bon concept pour dire, du coup, vous avez une division, de l'arc politique avec 2 options. Les forces sociales, voire révolutionnaires qui vont tirer de leur côté. Donc vous le voyez avec une force comme la France insoumise, par exemple, qui ferait plutôt partie de la force sociale, qui est une gauche radicale réformiste, mais qui n'est pas d'extrême gauche, n'en déplaise à beaucoup d'ignards des sciences politiques et pour le coup, une extrême gauche qu'on voit quand même petit à petit remonter. Je pense notamment à Anas Kazib chez Révolution Permanente, qui était encore un illustre inconnu pour n'importe qui s'intéressait pas à la politique et que petit à petit on voit monter, monter comme on a vu Besancenot faire, je sais plus 5-6% en 2007, hein. Je sais pas si vous vous Mmh. rappelez ça, mais c'était quand même une folie, le parti anticapitaliste qui faisait un score pareil, quoi. Besancenot, tu es dans nos cœurs à tout jamais, Olivier.
Et donc on voit ces forces-là révolutionnaires qui tirent et puis, bah, bien sûr, on voit les forces réactionnaires, Mmh. évidemment, qui vont elles aussi s'emparer de la situation pour essayer de tirer de leur côté parce qu'eux, le fascisme n'est qu'un prolongement. Le fascisme, c'est une expression du capitalisme. C'est Mmh. pas autre chose, hein, c'est un type d'expression qu'a le capitalisme pour, se régénérer, remonter son taux de profit, et cetera. Donc, c'est aussi parce que nous sommes en crise qu'il y a une opportunité de tirer dans notre sens. C'est aussi parce que ces crises répétées ont donné place à ces initiatives dans l'écologie, dans le modèle des coopératives, de l'entrepreneuriat solidaire, et cetera, de plein, plein, plein d'initiatives dans le monde paysan. L'Ardèche, s'il vous plaît, premier département de France dirigé par la Confédération paysanne. Donc il se passe quand même plein de choses. Mmh. Et donc ça, c'est le côté, optimiste de la chose parce que des fois, il faut se remonter un peu le moral parce que sinon, c'est lourd. Que comme dit, Friot quoi, c'est ce communisme qui vient, tu vois? Et Friot, il nous dit: «Moi, je suis un spécialiste du communisme depuis, très longtemps, spécialiste de la sécurité sociale particulièrement, enfin du salariat généralisé, bref, on passe les détails». Et il le dit, il dit: «Mais on le voit ce truc-là arriver». Et on se rappelle de la définition de Marx que j'ai donnée tout à l'heure, c'est le mouvement réel qui aboutit à l'abolition de l'état actuel des choses. Ce qu'il est en train de nous dire, Carlito là, il est en train de nous dire: «Mais le communisme, c'est pas du jour au lendemain j'instaure, c'est le mouvement réel». C'est pour ça que d'ailleurs l'URSS est une particularité, c'est qu'ils étaient pas dans le mouvement réel puisqu'ils l'ont fait par la révolution, mais bon bref. Le mouvement réel qui aboutit Mmh. à l'abolition de ce qui existait avant, à l'état actuel des choses. Là, je pense que vraiment il y a beaucoup d'espoir à mettre à cet endroit-là et puis après fonctionner à contre-courant, n'est jamais, simple de toute façon. Mmh. Et il faut à tout prix s'inspirer par exemple du combat féministe. Parce que ne leur en déplaise, les combats que la gauche a gagnés ces 70 dernières années, c'est les féministes qui les ont Mmh. gagnés, les combats les plus importants. Donc force est de constater qu'on en a gagné beaucoup des combats et que, non, moi je trouve que quand même il se passe quelque chose, tu vois? Tu vois par exemple le mouvement décolonial, qui était quand même très marginalisé à gauche jusque-là, qui prend de plus en plus de force, qui prend de plus en plus d'ampleur. On voit des militants alliés, si tant est qu'on puisse être allié quand on est blanc, ce qui est encore un autre débat. Justement, le taper du poing sur la table pour dire: «La question antiraciste», on l'a redit à l'événement de l'ITTI, Mmh. elle est centrale puisque c'est notre seule manière d'attaquer l'extrême droite de front et c'est pas la peine de jouer François Ruffin pour dire: «Oui, mais non, faut pas qu'on les attaque là-dessus, sinon ça les vexe, je sais pas quoi». Oui, bah, du coup, tu es mauvais François, voilà, donc tu es gentil, on t'adore. Fais des films, tu fais des super films, mais la stratégie politique, ça va pas. La stratégie politique, on n'est pas d'accord avec toi Ruffin. Hem, voilà, je sais pas si ça répond à la question. Et puis j'entendais aussi que, en fait, là où on peut, genre, être en mode, désespéré, «Oui, mais regarde, la majorité», genre si on prend notre entourage et des gens, par exemple, qu'on voit sur nos réseaux et en fait, ne veulent pas s'informer, ne veulent pas essayer de comprendre parce qu'on est aussi dans un monde où, on a, des contenus ultra courts, on consomme plein de petits contenus, mais du coup qui vont pas au fond des choses et du coup on a plus un peu ce muscle d'aller creuser, d'aller comprendre quelque chose de complexe. Et en fait, on a l'impression de voir une majorité qui ne veut pas rentrer dans le sujet parce que c'est trop, enfin, ça demande trop de comment dire? D'énergie et enfin, c'est trop complexe, quoi. Et puis aussi, la conjoncture actuelle, ne met pas les gens, dans des dispositions à prendre du temps, peut-être pour ça, parce qu'il y a des urgences, plus vitales et cetera. Mais d'un autre côté, je lisais que, au final, quand se passe une révolution ou un grand changement majeur, c'est un petit groupe, c'est une petite partie, c'est pas une majorité, c'est pas énormément de monde qui emmène, c'est un petit groupe qui va emmener la majorité, et cetera. Et c'est là où on peut avoir cet élan d'espoir en voyant toutes les initiatives, que tu viens de citer notamment et plein d'autres, qu'on peut voir au quotidien, que ce soit sur l'écologie liée à la banlieue, là où on voyait pas d'écologie, de sujets écologiques, hem, par là-bas, en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Et je voulais du coup, qu'on finisse, parce qu'on a déjà passé 1 heure, en fait, c'est vraiment très court, sur ton initiative, enfin l'initiative que tu as avec plusieurs personnes, avec l'Institut, des travailleuses et travailleurs, indépendants.
où j'ai pu, faire une conférence, sur le privilège blanc et hem et je voulais que tu nous en parles un peu et dans quel contexte, ça a été créé et puis, parce que je trouve que c'est vraiment un mouvement plein d'espoir justement, et qui devrait être encore plus, connu au sein des indépendants, aujourd'hui. Oui, bah, c'est parce que c'est tout neuf. C'est le début. Voilà, c'est le début, donc on va s'en occuper. Je suis juste en train de prendre des notes de ce que tu m'as demandé parce que je veux pas, oublier. Le premier truc sur lequel je voulais rebondir avant de vous parler de l'ITTI, c'était le truc de les gens, qui ont pas nécessairement l'énergie ou pas envie de s'informer et cetera, qui est un constat que personnellement je ne partage pas du tout, que D'accord. j'entends très souvent et que je ne partage pas et je pense que des fois on est biaisé aussi par le milieu dans lequel on est. C'est vrai que dans le milieu entrepreneurial, indépendant, c'est un truc que je constate souvent, c'est: «Oui, oui, OK Laura, c'est super de comprendre, c'est très intéressant, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant?» Attendez, genre, comprendre, c'est pas un bonus, c'est pas de la branlette intellectuelle, c'est que tant que tu ne comprends pas les mécanismes, tu n'as pas le choix. Il faut comprendre vraiment les mécanismes de ce capitalisme, du patriarcat, du racisme d'État, et cetera. Parce que sinon tu passes à côté, tu vois? Tu as un sujet que tu maîtrises mieux que moi, bien sûr, mais je veux dire la question du racisme d'État et donc de la colonisation. Si tu comprends pas l'impérialisme et donc le capitalisme qui le crée, oui, bon, tu arrives à la conclusion de dire: «Oui, c'est pas gentil d'être méchant». Oui, bon, OK, soit, on n'a pas beaucoup fait avancer le sujet et moi, je trouve que, pour, vivre au fin fond de la ruralité, quand tu vas dans les assemblées populaires, dans les assemblées citoyennes, non seulement il y a du monde, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de vieux, je pense qu'il faut le dire aussi, parce qu'on est toujours en train de dire, qu'ils servent à rien, les assistés, la retraite, je sais pas quoi. En attendant, enlevez-les du monde associatif et vous allez voir ce qui va se passer pour le pays parce que heureusement qu'ils y sont, voilà et heureusement qu'ils y sont, je pense notamment, voilà, par là, dans les assemblées populaires, les syndicalistes et cetera qui nous sont précieux aussi parce qu'ils ont l'expérience de la vie syndicale depuis très, très longtemps et compagnie. Et moi je trouve qu'ils sont, bien renseignés, hein, bien sûr. Enfin là, les vieux syndicalistes évidemment, eux, ils ont toute une vie de politique, mais d'une manière générale, je crois que les gens comprennent très, très bien, quoi, ce qui est en train de se passer et des fois beaucoup mieux que, certains de nos élites, comme on dit, qui franchement sont là par inertie du social. Parce que vraiment, des fois, tu entends des trucs, mais c'est Mmh. affligeant. Mais même pas de bêtises, c'est affligeant de vacuité, quoi. Je veux dire, là, je sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon, il a été reçu en commission d'enquête. Il a fait un cours d'histoire sur la laïcité. Ils étaient tous, assis au fond de leur chaise en mode, «Waouh, tu sais, ça fait un drôle d'effet quand on lui coupe pas la parole et qu'il a le temps de dire quelque chose». CNews, des plateaux entiers sur CNews pour dire: «Non, mais quand même, faut reconnaître que Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un d'érudit, c'est quelqu'un de». Bon, Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un de très intelligent, de très cultivé, c'est pas moi qui veux dire le contraire. Quand vous avez l'habitude d'entendre des intellectuels de son milieu, la démonstration qu'il a faite, qui était très bien, parce qu'en plus il a évidemment un talent oratoire, Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, évidemment, tout ça est très bien dit. Mais enfin, je veux dire, la démonstration qu'il a faite là, n'était pas non plus le prix Nobel de la paix, tu vois ce que je veux dire? Et ça déjà, c'est pas du tout pour minimiser la prestation de Jean-Luc Mélenchon, j'aurais pas fait mieux que lui, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as des grands intellectuels qui pondent vraiment des concepts, machin. Là, lui, il a juste répété l'histoire de la laïcité et ils sont tous au fond de leur siège en mode: «Oh mon Dieu, je suis décapé, vraiment, le vent me décoiffe, quoi». Et donc vraiment, c'était pour insister sur le fait que, tu vois, il y a, beaucoup de Français et de Françaises qui comprennent beaucoup mieux la politique qu'une bonne partie de ces élites qui sont franchement, d'une vacuité, stupéfiante et qui sont là par inertie du social. C'est la seule explication que j'ai à leur présence ici parce que franchement, à part la reproduction sociale de leurs grandes écoles et je vous le dis aussi en connaissance de cause d'avoir grandi dans ce milieu de la politique politicienne, dans lequel j'ai de la famille et des amis que j'affectionne beaucoup, que je respecte plus ou moins selon de qui on parle. Enfin donc je respecte les idées politiques plutôt, plus ou moins, selon de qui on parle. Mais des fois je suis vraiment consternée du manque Mmh. d'histoire, philosophie politique, de concepts avec lesquels tu peux ne pas être d'accord, il y a pas de problème, tu vois? Mmh. C'est pas pour faire la marxiste rabougrie, mais moi franchement, quand j'entends des collègues qui siègent à la commission économie ou finances, qui me disent qu'ils n'ont pas lu Le Capital de Marx, ça me concerne pas. Tu as le droit de pas être d'accord avec Marx, pour une Mmh. raison qui m'échappe, mais pourquoi pas? Tu as le droit de pas être d'accord avec Marx, mais ne pas avoir lu Smith, Ricardo, Marx quand tu t'intéresses à l'économie, ça me paraît quand même un peu étrange. Bon bref.
Ça, c'était ma parenthèse. Pour en revenir à l'ITTI, l'Institut des travailleuses et travailleurs indépendants, oui, donc ça, c'est un collectif effectivement, d'une petite quinzaine de militants et de militantes. À la base, ce truc-là, il est né, moi je l'ai confondu avec mon mari. C'est né de nos énièmes débats politiques, avec Alexis, Vos soirées, à regarder. les petits déj, les repas du midi, les pauses café, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Soit de Ah la oui, Figo, Thomas avait soit témoigné ça des petits déjeuners, politiques. de toute façon, il était à bout de nerfs, je crois. Alors pour raconter l'anecdote à celles et ceux qui la connaissent pas, c'est juste que, Thomas et sa femme étaient là, à notre mariage et donc ils sont restés, quelques jours à la maison et un matin, Thomas s'est levé plus tard et donc on était là, le café, machin, je sais plus de quoi on discutait, de Ruff, hein, je crois d'ailleurs, mais enfin bon, on s'en fout, en train de débattre, quoi. Et Mmh. là, Thomas a passé, on était sur la terrasse, il a passé l'encadrement de la porte et il avait l'air désespéré, il nous a dit: «Non, enfin, vous parlez d'autre chose des fois ou ça va jamais ça?» Je sentais qu'il était à bout de nerfs. Voilà, donc je dis: «Non, non, c'est pas un couple, hein, c'est un syndicat ici frérot, tu as pas compris en fait». Donc du coup, dans une de nos énièmes discussions, cette idée, naît en germe et puis on la tricote et puis blabla et puis chut, on en fait, ce truc-là. Et donc après, je suis allée, recruter, des militants, militantes, relativement proches de moi ou un petit peu moins proches, mais que je me disais: «Ça peut les intéresser, ça peut leur plaire» et cetera. Hop là, on en a fait un collectif et puis un site internet et puis, compte Instagram, blablabla et effectivement le week-end dernier, qui vient de se passer, là, nous avons tenu le premier événement, donc le rendez-vous des indés engagés, qui était un événement en ligne où il y avait 11 stands collectifs, 18 conférences et ateliers et parmi les conférenciers et conférencières, effectivement, toi, tu étais là pour parler du privilège blanc. J'ai parlé d'anticapitalisme aussi d'ailleurs pendant ce week-end-là et qui permettait effectivement, enfin l'ITTI de manière générale a plusieurs objectifs, dont l'objectif aussi effectivement de rassembler, de Mmh. fédérer et c'est, une des raisons principales pour lesquelles on avait monté ça avec Alexis, c'était de dire: «Il faut absolument, qu'il y ait un endroit de rassemblement de ces travailleurs indépendants». Aussi parce que vous allez me dire: «Oui, mais enfin il existe des syndicats et cetera». Bien sûr, mais c'est pas nos lignes politiques. Donc nous, on voulait un endroit qui permette à la fois de porter cette ligne politique, à la fois de créer une conscience de classe chez les indépendants, créer une conscience de classe de rupture. On l'a nommé comme ça puisque après au sein de l'ITTI, il y a différentes gammes de rouge, on va dire ça comme ça. Donc il y a, de l'antilibéralisme primaire, jusqu'au communisme, selon les militants et les militantes. Et oui, voilà et de créer une conscience de classe. Puisqu'évidemment, la particularité des travailleurs indépendants et travailleuses indépendantes par leur atomisation et leur éclatement et cetera, pas de collectif, blabla, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, Mmh. et ben cette conscience de classe, elle y est pas enfin elle y est pas. Il y a une conscience en soi, comme dirait Max, mais il y a pas de conscience pour soi. C'est-à-dire qu'il faut créer les conditions que cette conscience, elle se manifeste, elle se sente, elle se perçoive et puis elle se nourrisse et puis elle monte et cetera. Comme on l'a vu ces dernières années avec le combat féministe. Parce que Mmh. nous autres les féministes, nous avons réussi petit à petit à construire cette conscience de classe qu'être la classe femme, le sujet collectif femme, ça implique des choses, ça implique des vécus que nous partageons, des sentiments que nous partageons, et cetera. Je crois que c'est toi la dernière fois qui a partagé, si je dis pas de bêtises, on l'avait repartagé sur le TTI ou c'est peut-être pas toi qui l'avais partagé, peu importe. Un post sur justement l'hypervigilance des femmes noires au quotidien, d'être hyper vigilantes à leur langage, aux mots qu'elles utilisent, à leur comportement, et Mmh. cetera. Ouais, tout ça, c'est du travail de conscience de classe. C'est Mmh prendre mh. conscience que nous avons les mêmes comportements, les mêmes problèmes, les mêmes enjeux et que de fait, la classe qui est en face a des intérêts contradictoires avec la vôtre. Mmh. Et donc, comme elle a des intérêts contradictoires, il faudra mener le rapport de force. Si nous pouvons le faire dans le cadre des institutions et de la loi, ça m'arrangerait beaucoup, Mmh. voilà. Parce que je ne suis pas une, moi je suis perso des fois j'ai des copains gauchistes, ils sont: «Ouais, il faut faire la révolution par les armes et tout». Je fais: «Ouais, va militer avec un syndicaliste déjà parce que tu es déjà pas foutu d'aller tracter dans la rue donc laisse-moi rigoler avant de prendre un fusil parce que franchement, il me fait rire. Vous voulez les armes? Moi non, pas envie qu'on arrive là. Si vous pouvez y arriver par une autre manière, ça serait quand même formidable». Mmh. Et donc du coup, bah, voilà, je pense que, tentons nos minimums de communisme viable, par le Ouais, c'est collectif. mmh et cette prise de conscience, c'est clair que c'est vraiment le début, en fait. C'est vraiment, enfin, si on n'a pas cette prise de conscience, on peut pas, aller capter, réellement, les sujets qui sont mis sur la table et ce qui se trame et je trouve que ça alors j'ai pas encore tout écouté, je suis en train de rattraper les replays, mais ça fait du bien
d'entendre ces sujets, de voir aussi, toutes ces personnes différentes porter ces sujets, ouais, des sujets dont elles, sont totalement concernées et pas forcément, hem, intellectualiser, non plus, certains sujets, mais passer aussi par l'expérience et le partage et je trouve que ça m'a fait une bouffée d'air d'avoir tout ça et voilà et je voulais, ouais, vraiment féliciter cette initiative, donc toi et tous les membres du collectif. C'est vraiment une super idée. Je prends le merci et je le transmettrai dans le groupe. On arrive à la fin et pourtant, nous n'avons pas vu la moitié des questions que j'avais listées. C'était pas grave. On a vu Moi, je plein de peux sujets. rester jusqu'à 14h. Il y a pas de problème, je vous fais 3 heures de cours, il y a pas de souci. Je pense aux auditeurs, aux auditrices, peut-être qu'on fera un retour dans le podcast. En tout cas, merci beaucoup, de t'être, prêté, à ce jeu de questions, d'avoir, pu nous éclairer sur pas mal, d'aspects, du coup, d'un mouvement indépendant, différent, anticapitaliste et qui prône, des valeurs, qu'il va falloir bien, mettre en étendard et porter, dans le contexte actuel qui est, particulièrement, tendu. Je voulais te remercier pour ça et puis, est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose qu'on n'a pas dit avant que je passe aux 2 dernières questions rituelles du podcast? Oui, bah, alors déjà merci de m'avoir reçu, c'était un plaisir et puis, je vois, quand même que les choses, changent, évoluent parce que tu vois, il y a ne serait-ce que 2 ans, l'anticapitalisme, je voyais bien tout le milieu, ils nous regardaient en mode genre, «L'anticapitalisme, mais qu'est-ce que c'est que cette relique de l'URSS?» quoi, tu vois? Et alors que là, tu vois, de plus en plus, je trouve ça fou quoi qu'on me reçoive sur des podcasts pour parler pendant une demi heure, 1 heure, des fois 1 heure et demie chez Thomas de capitalisme et tout, je me dis: «Voyez, quand vous avez besoin de vous requinquer un petit peu en termes d'espoir, dites-vous, il y a des zinzins maintenant, on n'est plus les seuls zinzins, si tu veux, à passer des heures à faire ça. Maintenant, vous êtes tous là en mode genre: «Eh, oui, c'est vrai que c'est quand même un petit peu la merde, donc faudrait peut-être qu'on trouve une solution», voilà. Je le vois d'ailleurs chez des camarades, militants écolos, Mmh. pour certains secoués pendant des années en disant: les écolos pas anticapitalistes, là, il faut se réveiller, hein, parce que ce mode de production est incompatible, hein, avec votre lutte, écologique. Donc voilà, je vois que les choses quand même, Mmh. changent, évoluent et donc mon mot de la fin, je prends souvent celui-là. Oh, je pourrais en dire plein, hein, je pourrais faire la gauchiste, je pourrais vous dire, «Vive la République, vive la sociale», l'unité camarade, je dis souvent ça, l'unité camarade. Mais là, j'ai envie de paraphraser le vieux, savoir Jean-Luc Mélenchon. Ne venez pas me dire, hein, parce qu'il y en a, ils sont venus me dire: alors le vieux, c'est une référence à François Mitterrand. Voilà, donc ne vous insurgez pas. C'est une référence puisque le milieu, de gauche et le milieu syndical l'appelaient comme ça et donc c'est un honneur qui a été fait plutôt à monsieur Mélenchon. Enfin bon bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Qui dit souvent, pour celles et ceux qui ne l'ont jamais entendu dire ça, qui dit souvent: «Faites mieux». Et quand il dit: «Faites mieux», il veut dire: «Faites mieux que la génération d'avant. Faites Mmh. mieux que cette génération qui n'arrivait à rien». Il faut abattre ce système. Lui, il a souvent l'expression de dire: «Abattez la citadelle», pour dire ils sont, cette élite-là dans une citadelle assiégée. C'est-à-dire ils sont de moins en moins nombreux, de Mmh. plus en plus en difficulté et ils s'accrochent comme ça, leurs yeux montent en disant: «Non, nous sommes des hommes blancs, il faut absolument que nous restions comme ça». Mais ils sont en train de perdre petit à petit parce qu'il y a les écolos d'un côté, il y a les féministes de l'autre, il y a les antiracistes décoloniaux, il y a des communistes, il y a des antifascistes. Bon, il y a tout ça qui commence à les mettre vraiment quand même très, très en difficulté et donc à la limite, mon mot de la fin, ça serait, celui-ci, c'est-à-dire, faites mieux. Mmh. Merci. Les 2 dernières questions, du podcast, questions rituelles, c'est, est-ce que tu as une ou plusieurs ressources à du coup, à proposer, à l'audience? Dis-moi. Ressources à moi ou ressources de livres, de Ce podcasts, que de tu veux, comme tu veux. À toi, si pas à je toi, comme tu d'accord. Voilà, oui, j'en ai plein. Marx. veux. Non, en vrai, en lien avec les sujets qu'on a vus, je vais vous en proposer 2. Bernard Friot parce que je l'ai beaucoup cité, voilà, donc il y a plein de livres. Il est aussi passé chez Blass l'année dernière pour une interview si vous préférez, écouter. Vous pouvez l'écouter en fois et demi parce que et il parle pas très vite, Friot. Mais c'est très, très, très intéressant et c'est un bon, 1er pas, je dirais. Si vous êtes un petit peu en mode genre,
Ouais, OK, genre je suis curieux, je suis curieuse, mais quand même ça me paraît un peu extrémiste, ça me paraît quand même beaucoup et cetera. Je pense que Friot, c'est un bon premier pas parce qu'il a quand même un modèle très général et qui est très pratico-pratique puisqu'il a beaucoup travaillé, il a des chiffres et cetera, donc vous pouvez vous projeter facilement, voilà. Bernard Friot, plein de bouquins, notamment Un désir de communisme parmi tant d'autres et puis, Interview et cetera. Et la deuxième ressource que je vous donnerai plutôt du côté des féministes, c'est Silvia Federici et Silvia Federici est une, féministe, marxiste et c'est une, féministe que j'aime beaucoup. Il y a deux bouquins, ah je l'ai pas sur moi. Il y a 2 bouquins, notamment celui que je vous recommande, c'est Le capitalisme patriarcal, pour comprendre bien les intrications entre le capitalisme et le patriarcat. Il y a quelques interviews d'elle aussi, sur internet si vous n'aimez pas lire ou si vous ne pouvez pas lire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et Federici, j'aime beaucoup parce que nous avons ça en commun sur la question du travail domestique parce qu'elle, elle a un petit peu récupéré, si vous voulez, le travail de Marx de, reprendre le pouvoir sur les moyens de production et elle l'a regardé elle de l'autre côté en me disant: «Oui, oui, Marx, soit, mais pour ça il faut reprendre le pouvoir sur les moyens de reproduction, dont Marx ne s'occupe pas beaucoup et donc du coup elle, elle va s'occuper spécifiquement de la question, de la reproduction du travail qui est assurée par les femmes». Très intéressant, je mettrai toutes les ressources, en description de l'épisode et puis ma dernière question, qui tu verrais à ta place dans le podcast? Ah attends, faut que je trouve quelqu'un que tu pas eu puisque j'imagine que les Burbidge, Laure Daudier et compagnie, tu les as déjà, J'ai pas eu Laure. retenus. Tu pas eu Laure? Bon J'ai alors eu ça pourrait Thomas, être j'ai pas eu Laure. Laure. Ouais. Ça pourrait être Laure parce qu'en plus en ce moment elle parle beaucoup de robustesse d'entreprise et tout. Je me suis dit: «Il faudrait que j'organise un débat, ça serait stylé». Je me suis dit, tu vois, il faudrait faire un débat avec, Burbidge, Laure, tout ça et qu'on ait là aussi différentes, fractales un petit peu, tu vois le Oui. dégradé, petit à petit, ça serait intéressant. Alors, ouais, ça pourrait être Laure. Attends, je réfléchis à quelqu'un d'autre. Alors quelqu'un d'un peu plus connu, donc peut-être plus difficile à recevoir, mais qui je pense serait stylé sur ton podcast, c'est Hugo Paletta. Je sais pas si tu connais, ce type est Non. sociologue. C'est un spécialiste de l'extrême droite et qui a écrit, plusieurs ouvrages, formidables. Bon, le sujet est terrifiant, mais bon, vous comprenez ce que je Mmh. veux dire, hein et et donc qui connaît très bien les enjeux justement de la période dans ce que l'internationale fasciste, l'internationale réactionnaire va tenter de faire et tente de faire et donc notamment avec la question raciste, décoloniale Mmh. puisque ça les obsède pour des raisons, bon, pathologiques, hein, à un moment donné, il Oui, faut se à ce mobiliser. stade-là, oui. OK, trop, trop bien. Bah, écoute, je note ça et de toute façon, j'ai eu tellement de surprises, de réponses de personnes où je pensais qu'elles n'allaient jamais répondre, donc je vais tenter. Merci beaucoup. Si tu l'as sur ton podcast, je suis jalouse du coup, je serais vraiment de ta je l'ai. Je te demanderai de venir en renfort, on fera un truc à 3. Ça marche. Merci beaucoup Laura pour ton temps, c'était Merci un à toi. plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. À Merci beaucoup de m'avoir bientôt. reçue, c'était super. Ciao. Ciao.